Alors, bienvenue à toutes et à tous sur Silicio. Ce soir, on va échanger avec Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, qui nous laisse un petit peu de temps pour discuter de l'hôpital, un sujet que tu maîtrises très très bien. Je vais te laisser te présenter rapidement pour nos auditeurs, et puis ensuite, on va tout de suite engager cet échange. Eh bien, je suis médecin urgentiste au SAMU 93 depuis 1985. Je suis arrivé comme interne, donc ça fait déjà une bonne expérience. Je suis aussi donc engagé syndicalement à la CGT, la Fédération CGT de la Santé, et à l'Association des médecins urgentistes de France, dont je suis le porte-parole. Et là, tout récemment, je suis aussi conseiller régional à l'Île-de-France, dans l'opposition à Pécresse, voilà, élu sur la liste d'Union. PCF, France Insoumise, PS et Verts, voilà. Et aujourd'hui, pleinement engagé dans les différentes luttes pour défendre le système de santé, la sécurité sociale et bien sûr l'hôpital. J'ai une petite question avant de démarrer. Est-ce que les confinements, l'accélération un peu de la destruction de l'hôpital et tout ce qui s'est passé dernièrement, est-ce que c'est ça qui t'a motivé à t'inscrire sur une liste? Oui, je pense que c'est surtout la crise. Enfin, je veux dire, voilà, dans toute période de crise, peut être source de changement. Mais si on n'agit pas, le changement peut aller dans le mauvais sens. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres périodes de crise dans notre histoire. Donc, moi, je fais tout pour que ça bascule du bon côté. C'est-à-dire du côté de l'humain et non pas de la finance, et des services publics, et du vivre ensemble, et pas du repli sur soi avec toutes les haines, la recherche de boucs émissaires. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors du coup, question que je vais te poser tout de suite et j'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous sur Silicio. N'hésitez pas à partager ce direct, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, à nous suivre actuellement. Je le rappelle, on est avec Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, pour une interview, pour parler un peu de l'hôpital. Question que je voudrais te poser, c'est est-ce que là, on est arrivé à un stade avec tout ce qui s'est passé, on va dire, sur ces 2 dernières années de crise, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train d'arriver vers la fin de l'hôpital public? Non, c'est enfin la fin de l'hôpital public. Il est encore là, l'hôpital public. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a la fin d'une époque, d'une période. On est dans une situation où ce qu'appellent les sociologues. Enfin, toi, tu fais des études de psychologie, donc on a typiquement un effet seuil. C'est-à-dire, on a tiré sur la corde pendant des années. Ça a tenu parce que les gens se sont mobilisés, y compris fortement mobilisés en période de crise. Là, on l'a vu, on a tenu parce que le personnel s'est mobilisé. On a fait appel aux étudiants qui ont stoppé leurs études quasiment depuis 2 ans. Les retraités, voilà, on a tenu grâce à cette mobilisation. Sauf que là, les gens sont épuisés. C'était déjà épuisé avant, puisque la crise est survenue au moment où on était depuis quasiment 1 an dans un mouvement très large de protestation à l'hôpital public. Et cet effet seuil, c'est quoi? C'est quand on tire sur la corde, et à un moment donné, ça craque. Et quand ça craque brutalement. Et le système est en train de s'effondrer aujourd'hui. On le voit avec la fermeture de multiples services d'urgence par manque de personnel. 10 à 20% des lits qui sont fermés aujourd'hui les hôpitaux par manque de personnel. Alors, manque de personnel, le ministre nous amuse en disant « Ah oui, je vais pas inventer les médecins qui manquent, les infirmières ». Mais cette pénurie a été sciemment organisée par les libéraux depuis 40 ans. Le tournant de la rigueur en France, c'était Bérégovoy, c'était Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis. On a résisté pendant des années, on a bien résisté. Voilà, il y a des perspectives. C'est pour ça que je te pose cette question. On est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. Et quand le ministre dit on peut pas ouvrir des lits parce qu'on trouve pas de personnel, je voudrais rappeler au ministre, qui est médecin quand même, qu'une aide-soignante, ça se ferme en 1 an, une infirmière en 3 ans, ça fait 2 ans qu'on est en période de crise. Et qu'un médecin, effectivement, ça se forme en 8 à 10 ans. Mais aujourd'hui, on voit les médecins partir de l'hôpital parce que les conditions de travail, le management est mortifère. Je viens d'avoir, avant de venir ici, j'avais un collègue qu'on vient de suspendre, un collègue addictologue. Là, on vient de fermer brutalement son service. On lui dit, comme vous avez une formation d'urgentiste, vous allez aller aux urgences. Voilà. Bon, il est à un âge où il supporte pas cet autoritarisme du directeur. Là, il est en arrêt maladie et de toute façon, s'il n'arrive pas à gagner contre ce directeur pour pouvoir revenir dans son service, il va partir ailleurs. Il y a des postes partout. Voilà. Donc, c'est à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer où on a du mal à recruter des médecins. On a nos collègues à diplôme hors Union européenne qui, dans le cadre du réforme du statut, sont mis à la porte d'un certain nombre d'établissements. Donc on se coupe de force vive
en pleine période de crise. Voilà, donc... Et quand on entend le discours des politiques, on a l'impression qu'ils découvrent en fait. Parce que même quand il y a eu toutes ces vagues de suspension, ils étaient en train de nous dire, oui mais 3%, non on n'est pas... 20%, non c'est pas possible, on est à 3%. Enfin je veux dire, on fait des comptes d'apothicaires. Ce sont des menteurs. Voilà, ce sont des menteurs. Que ce soit Emmanuel Macron ou Olivier Véran, sont des menteurs. Et c'est des menteurs parce qu'ils n'assument pas leur politique libérale, qui est une politique de casse des services publics pour laisser le marché privé lucratif prendre le relais pour la population solvable. Ils défendent un système à l'américaine, il faut être clair, que ce soit pour l'hôpital, pour la médecine de ville, pour la sécurité sociale, c'est la même chose. Ils nous vendent, là aujourd'hui, on nous vend des assurances privées. Donc c'est l'hôpital pour tous en fait qui est en train de disparaître. Oui, c'est-à-dire que ceux qui auront les moyens. C'est une logique d'une société libérale, du chacun pour soi. C'est les services publics minimum pour les plus pauvres, parce que nous sommes des bons chrétiens, qu'on ne laissera pas mourir les pauvres dans la rue, mais pour les autres, il faut qu'ils se démerdent. Il faudra qu'ils prennent une assurance privée pour aller dans la clinique privée. Voilà. C'est quoi l'état de l'hôpital actuellement? L'état de l'hôpital, mon hôpital, vous voyez, je disais tout à l'heure que 10 à 20% des lits sont fermés nationalement dans les hôpitaux par manque de personnel. Dans mon hôpital, en Seine-Saint-Denis, dans une des régions les plus pauvres de France, où la population a besoin de l'hôpital, comme on manque de médecins en ville, pour une bonne partie de la population, l'hôpital c'est le médecin traitant de ses citoyens. Eh bien, chez nous, c'est 25% des lits qui sont fermés aujourd'hui. 25% des lits, alors qu'on a un taux d'équipement en lits hospitaliers qui est inférieur à la moyenne de l'Île-de-France et inférieur à la moyenne nationale. Et quels sont les motifs? Parce qu'à un moment, on entend des fermetures qui se multiplient à droite et à gauche, et on ne sait jamais d'où ça sort, en fait, d'où ça vient. C'est le résultat d'une casse du service public pour le remplacer par du privé lucratif. Faut être clair, c'est-à-dire que on a en région parisienne encore l'assistance publique, qui est le grand hôpital d'Europe. Nous avons cette particularité d'être une des grandes métropoles mondiales où il n'y a pas en cœur d'agglomération de très grandes cliniques privées. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est que se monte à Paris, à la place des hôpitaux de l'assistance publique qu'on ferme, une grande clinique privée pour les riches français et pour les riches étrangers qui viendront à Paris se soigner et puis après aller visiter les beaux monuments. Voilà, c'est ça cette logique. Monsieur Macron, aujourd'hui, il ne parle que de la compétition mondiale, que du regroupement des moyens dans les grandes métropoles. Et quand je parle des grandes métropoles, c'est au cœur des grandes métropoles. Quand on est en Seine-Saint-Denis, on est déjà plus dans la métropole. On est déjà plus dans la métropole. Hein, voilà. Donc, on voit bien, tu es à l'université aujourd'hui. Tu vois bien qu'on fusionne les universités. Moi, je me suis battu contre la fusion de 2 universités parisiennes. À l'époque, j'étais au conseil d'administration, enfin jusqu'au mois de décembre. Pourquoi on fusionne les 2 universités? En l'occurrence, c'était Paris 5 et Paris 7, pour en faire une université de taille mondiale, mieux classée dans le classement de Shanghai. Mais est-ce que ça profite aux étudiants, ça, d'être mieux classé dans le classement de Shanghai? Oui, parce que dans la réalité, le niveau administratif, au niveau du personnel... C'est de pouvoir étudier en bonnes conditions, c'est-à-dire pas dans les locaux pourris, de ne pas être obligé d'avoir un emploi pour pouvoir vivre et se loger. Voilà, c'est ça aujourd'hui la problématique des étudiants, c'est pas le classement de Shanghai, on en a rien branlé du classement de Shanghai. Sauf que M. Macron, son objectif, c'est le classement de Shanghai. Est-ce qu'ils sont pas en train d'utiliser un peu toute cette nouvelle technologie pour accélérer aussi ce processus? On l'a vu notamment avec la question de la vaccination. Une fois qu'il y a eu le vaccin, on n'a plus jamais entendu parler des lits qui avaient été promis, des soignants qui avaient été promis, etc., etc. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ça leur revient en boomerang dans la gueule, là. Pour la première fois, Olivier Véran, là, mis sous pression, a été obligé de reconnaître qu'on avait un problème de personnel. Alors que jusqu'à présent, il nous expliquait qu'avec le Ségur, tout avait été réglé. Le président de la Fédération hospitalière de France, qui est la représentation institutionnelle des hôpitaux, qui s'appelle Frédéric Valtou, qui est le maire de Fontainebleau, apparenté au parti de Valérie Pécresse, hein, donc c'est quand même pas... Voilà, bon. C'est pas anodin. Il vient, il y a 48 heures, un communiqué de la Fédération hospitalière de France qui dit qu'il faut créer 125 000 emplois immédiatement dans le secteur de la santé et le médico-social. Voilà, la CGT en réclame 400 000. Bon, voilà, mais on voit que le problème aujourd'hui, c'est de créer des emplois. Pourquoi? Parce que la première revendication des personnels, toutes catégories confondues, de l'agent hospitalier en passant par l'infirmière jusqu'au médecin, avant même les rémunérations, c'était les conditions de travail, et pour améliorer les conditions de travail, d'être plus nombreux. Parce que pour pouvoir bien travailler, il faut du temps. Et on n'est pas, c'est pas une chaîne de réparation de machines à laver ou de voitures, l'hôpital. Il faut du temps pour parler aux gens, pour les rassurer, pour savoir de quoi ils souffrent et trouver les bons traitements, les accompagner. Alors aujourd'hui, à l'hôpital, on gère l'hôpital comme une entreprise de production de soins. On nous parle de l'hôpital entreprise.
et on produit du soin. Nous sommes des producteurs de soins. Non, je suis médecin. Ma collègue elle est infirmière. On est face à quelqu'un qui souffre. Et la question, c'est de savoir pourquoi il souffre et de trouver une solution pour le soulager le plus rapidement possible. Tu parlais tout à l'heure des suspensions. Et on est dans une forme d'incohérence parce qu'apparemment il faut recruter du monde et pourtant on suspend des gens. Oui, alors la suspension, bon, c'est assez minoritaire, hein, la suspension. Bon, malheureusement, il y a un certain nombre de collègues qui refusent la vaccination. Bon, c'est dommage. Est-ce que tu le comprends ça? Tu comprends cette réticence? Oui, politiquement, je la comprends. Hein. Le problème, c'est que on va voir encore le roi là. Tu disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de mensonges, etc. Oui, Est-ce que ce doute, il vient pas non plus de là? Oui, mais il vient du fait que le roi Macron va encore parler ce soir. Ce n'est pas à lui de nous expliquer la stratégie sanitaire. Il n'a aucune légitimité pour ça. Il braque les gens en face. Parce qu'on a transformé un problème de santé publique en problème politique. Voilà. Et donc c'est ça qui... nous sommes un des rares pays où on a ce problème de refus vaccinal brutal. Voilà. Même chez des collègues syndiqués aujourd'hui qui refusent la vaccination. Et quand je leur dis, mais là on est sollicité par des syndicats amis dans des pays pauvres qui nous disent comment on peut faire pour avoir des vaccins. Hein, en particulier le syndicat tunisien qui nous a sollicité il y a quelques mois. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on est dans une situation où les gens sont perdus. Voilà, les gens sont perdus. Notre position syndicale elle a été assez claire. Hein, c'est de dire, il faut que nous sommes pour la vaccination, mais par contre, au regard de la situation de l'hôpital, il n'est pas envisageable de suspendre un personnel parce qu'il n'était pas vacciné sans qu'on puisse le remplacer. Tant qu'on ne peut pas le remplacer, il faut qu'il continue à travailler parce que le rapport bénéfice-risque, le risque que présente ce personnel non vacciné vis-à-vis des patients est plus faible que de le mettre dehors. Ça entraîne des fermetures de lits et qu'on soit obligé de repousser les hospitalisations et les interventions chirurgicales. Voilà, ça c'est le principe de réalité. D'ailleurs, le principe de réalité s'applique aux Antilles, puisqu'aux Antilles... Le taux était très faible. C'est quand même un département français. Tout à fait. On n'applique pas la loi. Oui, mais on l'a pas mis en avant, voilà. Ça a été quand même assez... Nous, on l'a mis en avant, hein, syndicalement, en disant pourquoi aux Antilles vous n'appliquez pas la loi? Parce qu'il y a tellement peu de gens vaccinés que si on suspend tous les non vaccinés, on ferme les hôpitaux. Et c'est une catastrophe. Voilà. Donc la question, on est assez clair. Hein, avec moi, je le dis aux collègues qui refusent définitivement de se faire vacciner. Je dis, si vous refusez définitivement de vous faire vacciner, aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur la vaccination, l'obligation vaccinale pour les soignants, elle est légitime. Donc, je comprends, je ne vais pas vous jeter la pierre, mais on va essayer de gérer le fait que vous puissiez vous reconvertir et que vous n'ayez pas de suspension de salaire, mais il faudra que vous quittiez le domaine du soin. Voilà. Bon. C'est dommage parce qu'on manque de soignants. C'est ce que j'allais dire, on manque de soignants et quelque part on sent beaucoup de désarroi. Mais on manque plus de soignants du fait de la dégradation des conditions de travail ces dernières années. Les quelques pourcents là, de non-vaccinés qui ont été suspendus, c'est peanuts par rapport aux gens qui ont abandonné le métier ces dernières années. On chiffre entre 150 000 à 200 000 infirmières qui ont abandonné le métier, qui n'exercent plus aujourd'hui. Hein, si on ajoute à ça les 40 000 infirmières aides-soignantes et autres professionnels de santé qui chaque jour franchissent la frontière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse pour aller travailler de l'autre côté, hein, où les conditions de travail sont bien meilleures, on voit qu'on a un potentiel inexploité aujourd'hui qu'on pourrait solliciter. Voilà. Sauf que comment une personne qui a quitté l'hôpital parce qu'elle a été épuisée, qui préfère faire un autre métier, voire même, puisque c'est majoritairement des femmes, va rester à la maison pour garder ses enfants. On peut regretter que la femme soit toujours dans cette situation d'infériorité, mais il faut comprendre, quand on gagne 1 600, 1 700 euros par mois, en particulier en région parisienne, qu'on est obligé d'habiter à 1h30 de transport, parce que la plupart des hôpitaux sont vraiment en cœur d'agglomération, qu'en plus on a des gamins, on veut dire, entre les conditions de travail, le fait qu'il fasse faire garder ses gamins, que c'est compliqué, etc., le choix est vite fait. Le choix est vite fait. C'est trouver un travail à mi-temps, avec des horaires stables. Et alors, ce qui est le plus scandaleux, un des principaux responsables de la crise à l'assistance publique, puisque c'est l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est le plus grand hôpital d'Europe, je rappelle, c'est, avec les médecins, c'est plus de 90 000 employés. 90 000 soignants. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Martin Hirsch, contre l'avis majoritaire des syndicats,
a imposé une réforme de l'organisation du temps de travail qui fait fuir les gens. C'est quoi cette réforme? C'est imposer la grande équipe. C'est quoi la grande équipe? Avant, l'organisation du travail se faisait entre l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi, l'équipe de nuit. Et pour le SACA, on pouvait changer. Mais quand on était équipe du matin, on faisait que les matins. Si on demandait de faire des remplacements des heures sup, c'était sur la base du volontariat. Aujourd'hui, les personnels sont des pions. La grande équipe, c'est quoi? C'est en fonction des besoins. Je te mets un jour du matin, un autre jour l'après-midi, et puis je vais te demander de faire quelques nuits. Quand on a des soignants qui sont à 80% des femmes jeunes, et comment organiser sa vie familiale avec un rythme de travail comme ça? Les gens sont bons. Un coup t'arrives à 16h, un coup tu viens à 2h du matin, enfin un coup tu viens à 8h, c'est n'importe quoi. C'est impossible. Et donc Martin Hirsch qui dit avoir une fibre sociale, Martin Hirsch, ancien responsable d'Emmaüs, qui a imposé cette réforme contre la vie syndicale. On lui dit que ça allait se passer comme ça, que ça allait faire fuir le personnel. Il a magouillé avec la CFDT pour obtenir la signature de la CFDT qui représente 15% du personnel à assistance publique, pour imposer cette réorganisation qui s'avère être une catastrophe aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais que Macron, entre guillemets, qui va s'exprimer ce soir, prend entre guillemets, s'accapare un rôle qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour redresser un peu cette situation? Parce qu'on a eu excuse-moi de te couper, on a eu une nouvelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire, de tout un arsenal qui a été mis en place, mais encore une fois, dans cet arsenal, rien du tout pour l'hôpital public, rien du tout pour les soignants, absolument rien n'a été mis en place, si ce n'est les mesures coercitives qui étaient déjà existantes et qu'on connaît depuis plus de 2 ans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance. La confiance avec les soignants, elle est rompue. La confiance avec la population, elle est rompue. Et ça nécessite, de la part des politiques, un peu plus d'humilité, qui reconnaissent leurs erreurs, qui reconnaissent la réalité de la situation et qui nous proposent des solutions. Et qui ne disent pas qu'il n'y a pas de solution. Parce que là, Véran, il dit, j'inventerai pas les médecins. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit problème. Là, j'étais au téléphone tout à l'heure avec mon collègue responsable du syndicat CGT de Draguignan. Draguignan, c'est l'ancienne préfecture du Var. Les urgences sont fermées la nuit, en ce moment. Donc on met la population en danger. Et pour un responsable politique, et je voudrais rappeler à M. Macron, à M. Véran, ils sont garants d'un droit constitutionnel qui s'appelle l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Pour les gens aujourd'hui qui habitent à Draguignan, à Givors, enfin dans toutes les villes où il y a des services d'urgence qui sont fermés la nuit, où il y a des équipes de SMUR qui sont fermées la journée et la nuit, eh bien ça s'appelle médicalement une perte de chance. Et une perte de chance, ce sont des morts évitables. Eh bien ça, moi, j'exige aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour qu'ils en répondent devant la justice. Parce que qu'est-ce qui se passera là si quelqu'un vient, est malade, il se pointe à l'hôpital est fermé, donc l'hôpital est fermé, oui. Donc il est transféré. Oui, quand on est à Draguignan, il faudra aller à l'hôpital Fréjus de Toulon. C'est-à-dire que c'est du temps de transport. Quand on fait un infarctus, un AVC, voilà. Le terme juridique, c'est perte de chance par défaut de moyens. D'accord. Médicalement, c'est des morts évitables. Voilà. On peut dire les choses. La responsabilité, et M. Macron, M. Véran, on ne peut pas dire c'est pas moi, c'était les autres avant. Qui M. Macron a été chercher dans son gouvernement? Mme Bachelot. Si on additionne Mme Bachelot avec Mme Buzyn et M. Véran, à eux trois, ils sont responsables de la fermeture de plus de 50 000 lits. Voilà. OK? Donc, M. Véran, depuis qu'il est en poste, 5 700 lits ont été fermés. Et il ment devant les représentants de la nation quand il est interrogé par des députés à l'Assemblée nationale en disant aucune restructuration aujourd'hui ne se fait avec des fermetures de lits. Dans mon hôpital qui s'appelle l'Assistance publique hôpitaux de Paris, le projet d'hôpital Nord va se traduire par la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon et la suppression de 300 lits dans la zone d'Île-de-France qu'en manque le plus. Donc ce sont des fiefs menteurs qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc moi je dis qu'il faut les mettre dehors. Une des bonnes solutions, c'est de les mettre dehors et les remplacer par des gens qui appliqueront une politique qui viendra des besoins, qui permettront de répondre aux besoins de la population et qui écoutent un petit peu ce qui se dit quand il y a un mouvement à l'hôpital. On est encore on a même plus ça une intersyndicale. Là, on est en train d'éditer une carte pétition qu'on va envoyer à M. Macron. Donc, nous sommes 10 organisations, des syndicats, des collectifs, des associations de patients et de citoyens. 10 organisations
de la CGT au collectif interhôpitaux, à la CGC, à la coordination des comités de défense des hôpitaux. Donc on représente quand même beaucoup de monde. Donc, et on est en mouvement depuis début 2019, tous ensemble. Aucune réponse à nos demandes. Aucune réponse à nos demandes. Voilà. Avec une arrogance et un mépris. Il faut voir comment M. Véran se comporte. Quand il vient visiter un hôpital, on a des cars de CRS ou de gendarmes mobiles pour nous empêcher de rentrer dans notre établissement pour approcher le ministre et lui parler. Il fait le beau devant BFM. Voilà comment ça se passe. C'est intéressant, ça. Voilà. C'est intéressant. Et on nous dit, oui, alors on nous parle de pays où il y a des dictatures. Parce que sur les images, tout a l'air lisse, c'est beau. Hein, mais parce que comment ça se passe? Même les journalistes, même les amis BFM, etc., n'ont même pas le droit de les accompagner dans l'ensemble de leur périple. Les images sont faites, quand M. Macron se déplace, les images sont faites par sa cellule télévisée, de communication qui fournit les images ensuite aux chaînes d'information de continu. Voilà comment ça se passe. Ah oui. Pourquoi ça se passe toujours bien et il y a toujours des applaudissements? Mais parce que c'est tronqué et qu'on nous empêche d'approcher. Donc toi, si tu veux les interpeller, impossible. Impossible. Tu peux même pas... Impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'isolent, ils vivent dans son château, le roi Macron. C'est des gens qui sont complètement coupés des réalités. Mais quand on voit des ministres qui nous expliquent qu'il y a un problème parce que les gens dans le métro ne portent pas le masque, moi je prends le métro tous les jours et le tramway en Seine-Saint-Denis, on est les uns contre les autres parce qu'on a réduit la fréquence. Là, on a réduit la fréquence et on l'a pas remis à normal. Donc on est les uns contre les autres. Ben, dans le tramway que je prends à la Courneuve pour aller à Bobigny, on est les uns contre les autres, tout le monde a le masque. Tout le monde a le masque. Les gens savent qu'il faut mettre le masque quand on est les uns contre les autres à quasiment 30 cm voilà, dans un espace clos. Il n'y a aucun problème. Les gens adoptent spontanément les mesures. Il n'y a pas besoin de les forcer. Ils savent que c'est important. Par contre, nous avoir expliqué pendant des mois et des mois qu'il fallait porter le masque dans la rue, alors qu'on a eu très rapidement des informations qui nous prouvaient que le masque dans la rue, sauf quand on s'arrête pour discuter, il n'y a pas besoin de le porter. Voilà, c'est tout ça, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, que ce soit le PDG de Pfizer, qui avant même les médecins viennent nous expliquer qu'il faut une 3e dose, ça met le doute dans la tête des gens. Mais surtout qu'en plus, dans le texte qui a été voté, concrètement, s'ils ont envie de l'imposer, ce sera imposé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on pourra dire à tout le monde, mais bon, après l'imposition, on voit bien là, on voit bien que. Non, mais parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus de consensus, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de réflexion. On ne sait pas d'où ça sort, ça arrive de nulle part. Même les députés le disent. Ils ne savent même plus d'où ça sort. Donc, si eux ne le savent pas, je me dis, vous en tant que médecin, vous devez avoir quand même un petit peu plus d'informations que nous. C'est-à-dire que nous, à la fois ce qui est... il y a des choses inquiétantes dans l'épidémie, mais d'une part, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, hein, parce que entre les scénarios catastrophes qu'on pouvait imaginer et puis ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une épidémie qui ne tue pas beaucoup. Hein. Bon, alors qui dure, mais qui ne tue pas beaucoup. Parce qu'on nous annonce, on serait à 4-5 millions de morts, mais enfin, c'est 4-5 millions de morts sur 2 ans. Hein. D'accord ? Oui. Rien que 2 maladies... très ancienne que tout le monde connaît, la tuberculose et le paludisme, c'est 1 million de morts par an. Hein. Oui. Voilà, donc bon, faut quand même. Et quand je dis 1 million de morts, c'est peut-être plus, enfin voilà, parce que c'est estimé, voilà. Donc on se préoccupe pas quand c'est les pauvres qui meurent, hein. Mais quand c'est les vieux dans les pays riches qui meurent, là, c'est une catastrophe mondiale. Bon, d'accord. Donc je suis un peu brutal, mais il faut quand même dire les choses comme ça, parce que 90% quand même de la mortalité, c'est les plus de 65 ans. Hein. Ouais. Voilà, ça reste quand même ça. Toi qui es étudiant, autour de toi à la fac, est-ce que tu connais un moins de 30 ans qui est mort du Covid? Moi, j'en connais aucun. Ben voilà. Ben, ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, etc. Quand on va voir ses grands-parents, des personnes fragiles, voilà. Bon, mais comme on va le faire quand on a la grippe, hein, qu'on a un petit peu oublié ces gestes barrières. Voilà, donc c'est à la fois du bon sens, il faut rassurer, il faut expliquer les choses, il faut expliquer que ce qu'on dit un jour peut s'avérer être une erreur le lendemain, parce que c'est ce que je disais, ce qui est fantastique dans cette épidémie, c'est que c'est la première fois, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la circulation d'informations, que nous, médecins, soignants, on sait ce qui se passe dans le monde entier, quasiment de manière instantanée. Ouais. Et ça, c'est vachement bien. Alors, ça a aussi des inconvénients, parce que ça peut provoquer des surréactions à un moment donné, donc il faut savoir raison garder. Si on prend l'exemple de l'hydroxychloroquine, qui a provoqué le grand débat et qui en provoque encore, puisque M. Bolsonaro continue à la mettre en avant.
Dans mon hôpital, et dans beaucoup d'hôpitaux en France, au début de l'épidémie, on était un petit peu démunis, on avait les protocoles à l'hydroxychloroquine. Voilà, il n'y a pas eu qu'à Marseille, hein. On avait un protocole à l'hydroxychloroquine à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bon, au bout de quelques semaines, quand on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on a abandonné, on a testé d'autres médicaments. Puis finalement, ces médicaments, comme les corticoïdes, etc., bon, on a fait la même chose avec l'ivermectine. On s'est rendu compte que la vitamine D, elle était importante pour toutes les infections et que comme on était tous un peu carencés en vitamine D, parce qu'on ne voit pas trop le soleil, moins de soleil que dans certains pays, la supplémentation en vitamine D, c'est pas que contre la Covid, c'est contre toutes les infections pour être en bonne santé, pour se défendre d'une manière générale, avoir une bonne immunité. Voilà, le vaccin, bon au départ j'ai dit, bon, le vaccin oui pour les personnes âgées, puis il faut attendre pour voir pour les autres. Hein. Et puis finalement, bon, il s'avère quand même assez efficace. Là maintenant on a un débat sur faut-il vacciner les jeunes enfants. Moi je fais partie de ceux qui aujourd'hui disent le rapport bénéfice-risque pour les jeunes enfants n'est pas en faveur de la vaccination de ces jeunes enfants. Voilà, pour l'instant, on n'a pas les données. Bon, il faut le dire comme ça. Mais ça doit être dit, y compris avec un débat contradictoire, par des médecins ou des spécialistes de santé publique qui peuvent être non médecins, mais pas par le président de la République. Pas par le président de la République, parce que forcément, il crée un clivage et on politise une affaire qui est une affaire de santé publique. Ce sur quoi il doit y avoir un débat avec les politiques, c'est ces mesures de restriction des libertés. Là, c'est un vrai problème politique. Voilà. Mais par contre, s'il faut savoir s'il faut se faire vacciner ou pas, je veux dire, il faut donner les arguments. Avantages, inconvénients, dire oui, la vaccination va entraîner des morts, il faut le dire comme ça. La vaccination générale va entraîner des morts, mais entre les quelques morts qu'on aura liés au vaccin et les milliers de morts qu'on prévient, les dizaines de milliers de morts qu'on prévient liés au coronavirus, il n'y a pas photo. Voilà. Et donc, dire que on fera tout pour prendre en charge les familles, etc., s'il y a des accidents et qu'on essaiera de faire au mieux de la réparation, voilà. Mais parce que ça a toujours fonctionné comme ça, les vaccins. Oui, dans une démarche qui est rationnelle, qui n'est pas une démarche de dramatisation, qui n'est pas une démarche où on vous montre des personnes, oui, le tel jeune homme qui a 18 ans, qui est décédé, enfin je veux dire, c'est ça qu'on nous montre en permanence. C'est catastrophique parce que pour un cas, on en parle pendant 3 jours, on continue sur les chaînes d'infos continues. Mais c'est pour un cas. On ne parle pas des gens qu'on fait sortir tous les jours de réanimation et qu'on a sorti, voilà, qu'on a sauvé. Hein, voilà. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut voir. Hein. Moi je dis pas que j'ai la vérité absolue. Je dis pas aux gens qui refusent de se faire vacciner que c'est sur des gros connards qui mettent les autres en danger, etc. Je dis bon, je peux comprendre que tu as des réticences. Si tu acceptes de discuter, je discute avec toi, je vais te donner des arguments, puis à toi de te faire ta décision. Après, si en termes de santé publique, après un débat national, il s'avère que très majoritairement la population est pour l'obligation vaccinale, et qu'on impose l'obligation vaccinale comme on l'a imposé sur à d'autres époques pour d'autres vaccins, il faudra que tout le monde s'y plie. Mais après un débat, voilà. Hein. Oui, puis du temps, de la réflexion, voilà, des retours, des observations, etc. Tout ça s'est fait très vite quand même. Hein, voilà, mais quand même, faut pas oublier que les grands progrès en termes de santé publique, c'est pas l'hôpital, c'est pas d'avoir le médecin à disposition, hein, c'est le fait qu'on ait de l'eau propre au robinet. Parce qu'une bonne partie des morts, c'était dû au fait qu'il y avait des bactéries dans l'eau, etc. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 50, dans quasiment toute fratrie, il y avait un enfant qui mourait en bas âge, y compris dans notre pays, de maladies infectieuses. Que jusqu'à la fin des années 50, on a des gens qui mouraient de la tuberculose parce qu'ils n'avaient pas d'antibiotiques. Voilà. Donc, et qu'on les mettait dans les sanatoriums, qui étaient quand même quasiment des prisons. Voilà. Donc, c'est pas si ancien que ça. Donc, le fait qu'on ait la vaccination, c'est un progrès fantastique au niveau, voilà, c'est l'eau et la vaccination, et puis les antibiotiques, voilà, la lutte contre les maladies infectieuses. Et on voit bien que parce qu'il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau mondial. Si on avait mis le même enthousiasme et les mêmes moyens pour trouver un vaccin contre le paludisme, on l'aurait le vaccin contre le paludisme là aujourd'hui. Mais comme le paludisme, c'est dans les pays pauvres, on n'a pas mis ces moyens. Voilà. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut prendre un peu de recul. Hein. Et aujourd'hui, nous, notre revendication au niveau syndical, c'est que les vaccins ne suivent plus dans les mains d'entreprises capitalistes. Est-ce que c'est ça aussi qui crée C'est ça le problème. Et que ça soit un bien mondial et qu'il y ait la levée des brevets. Voilà, c'est ça la bonne revendication aujourd'hui. C'est ce sur quoi il faut se battre. Hein. C'est ça qui est le plus important parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, oui, dans les pays riches et développés, on a un taux de vaccination qui est
important et qui permet effectivement que même là, si il y a une petite augmentation, il n'y a rien de catastrophique et on peut espérer que ça monte un petit peu parce que c'est normal, c'est l'hiver, mais que ça ne soit pas dans le cadre de ces vagues qu'on a connues, surtout de la première vague. Mais dans les pays pauvres, aujourd'hui, le taux de vaccination est très faible et c'est catastrophique. Et les gens courent après les vaccins, ils sont prêts à payer des sommes folles pour se faire vacciner. Voilà, il faut voir ça aussi. Et qu'ils ne les ont pas, les vaccins. Et que nous, notre bon roi, là, Macron, quand il y a eu cette affaire sur AstraZeneca, on s'est débarrassé d'AstraZeneca, c'est les vaccins qu'on a donnés aux pays pauvres. Alors bon. Donc là, nous, on veut pas les mettre, on veut pas les donner à notre population, mais on les donne à quelqu'un d'autre. C'était une manipulation médiatique de Pfizer. Les données qui arrivent aujourd'hui de Grande-Bretagne, où ils ont vacciné qu'avec l'AstraZeneca, montrent qu'AstraZeneca est quasiment aussi efficace que le vaccin de Pfizer. Pour un coût 5 fois moins quand même. Ok. Voilà. Donc il y a de l'argent derrière. Il y a de l'argent derrière, c'est du business, c'est du lobbying, tout ça faut le dire. Sauf que eux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de est-ce qu'on est en phase d'expérimentation, etc. Est-ce que là aujourd'hui on peut dire que la phase d'expérimentation est passée? Non, mais oui, la phase d'expérimentation est passée. Enfin, je veux dire, on a pris un risque en mettant ce vaccin très rapidement à disposition. Mais enfin, je veux dire, c'est toujours la médecine sur le balance bénéfice-risque. Bon, on était face quand même à une épidémie inquiétante. Donc on voit très rapidement on met au point un vaccin qui a l'air d'être efficace. On le teste sur la population qui est la plus affectée et qui risque le plus, c'est pas les personnes âgées. On voit que ça marche. On l'étend. Voilà. Et aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour dire que ces vaccins marchent. Voilà. Quel que soit le mode de fabrication, l'ARN messager, on connaît ça en théorie. Depuis les années 60. Ça a même été un prix Nobel de médecine français, la découverte de l'ARN messager. Donc c'est pas, voilà, on a toujours des gens à manipuler, mais l'AstraZeneca, c'est pas de l'ARN messager, ça marche. Les vaccins russes et chinois, ils marchent un petit peu moins bien, mais ils marchent quand même très bien. Globalement, c'est les techniques de production classiques. Bon voilà, donc aujourd'hui on a un panel de vaccins qui montre que ça marche. Voilà. Et puis on apprend des choses. Si en Asie aujourd'hui, on a beaucoup moins de morts et beaucoup moins de cas graves, eh ben, on sait aussi, parce que l'anthropologie, l'histoire du monde nous montre que, en fait, pourquoi l'Asie a été relativement protégée, c'est parce que les coronavirus circulent depuis très longtemps. Là-bas. Voilà. Et donc, génétiquement, la population asiatique a développé des défenses naturelles contre la famille des coronavirus. Et donc, celui-là apparaît, eh bien, ils ont des cas graves, mais ils en ont beaucoup moins que chez nous. Parce que génétiquement, ils ont, au fil des siècles, intégré le fait qu'il fallait se défendre contre cette famille de virus. Dernière question, parce que ça fait déjà 32 minutes qu'on échange et je sais que ça fait très très longtemps que tu es debout. Est-ce qu'il y a un candidat aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'on est en plein dans les élections, qui représente entre guillemets ces besoins de l'hôpital public et qui pourrait incarner quelqu'un qui pourrait faire face, en tout cas proposer des choses qui sont cohérentes avec les besoins actuels. Je rappelle que vous êtes en direct sur Civicio avec Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Alors avant de parler de candidat, c'est déjà qu'est-ce qu'on veut faire? Quel système de santé on veut? Voilà. Et après, on voit qui peut porter ça. Alors, disons sur un système de santé publique et social comme on a oui, mais là-dessus, il y a des ambiguïtés. Voilà. Moi, je suis pour qu'on ait un système de santé public intégral, de la médecine de ville en passant jusqu'à l'hôpital. C'est-à-dire la fin du privé, la fin de la médecine libérale comme on la connaît, des centres de santé, des hôpitaux, un système public et une sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire plus l'assurance maladie complémentaire, une sécurité sociale. D'abord, ça nous appartient, on la finance avec notre argent. Quand on est aux États-Unis, qu'on touche son salaire, on touche le brut total employeur. C'est une grosse arnaque, les charges patronales. Il n'y a pas de charge patronale. C'est une partie de notre salaire qu'on verse dans une caisse de solidarité qui s'appelle la sécurité sociale. Voilà. Aux États-Unis, les gens touchent tout leur salaire, ils choisissent là où ils mettent leur pognon. Dans quelle assurance? Moi, j'ai une de mes sœurs qui est partie babacool aux États-Unis dans les années 80, elle est toujours babacool aujourd'hui. Pour payer l'université pour sa fille, là, il y a quelques années, pendant 2 ans, elle a arrêté son assurance santé parce qu'elle ne pouvait pas payer les deux. Voilà. Et ça, c'est le modèle que nous vend M. Macron. Donc c'est bon. Alors, il ne l'assume pas, il ne dit pas. Mais fondamentalement, sa politique mène à ça. Donc, Macron, toute la bande, là, tous les libéraux, c'est dehors.
Hein. Donc après, le problème, c'est qu'à gauche, c'est la cata. Alors, 15 candidats, moi, je veux bien, mais si chacun défend sa chapelle, c'est pas possible. Donc moi, je me suis engagé, enfin, je m'étais déjà engagé en politique très jeune. J'ai déjà été élu quand j'étais jeune. Là, je suis nouveau élu. J'essaye de faire qu'on ait une alternative à gauche qui porte un programme, comme je viens de l'écrire, et qu'on puisse être au deuxième tour. Et voilà, parce qu'on ne changera pas la Constitution dans les 6 mois qui viennent. Moi, ça m'intéresse pas que chacun défende sa chapelle. Voilà, c'est parce que si c'est pour avoir X candidats et que le meilleur fasse 12 ou 13% et qu'il soit éliminé, voilà, et puis que les autres fassent 6, 7, 3, 4, je sais pas. Enfin voilà, l'expérience. Moi, les hommes, les femmes, oui, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui me motive aujourd'hui. Quand on regarde quand même les élections présidentielles précédentes, si Benoît Hamon s'était pas présenté, il y aurait eu Mélenchon au deuxième tour. Voilà. Donc réfléchissons à ça quand même. Alors on peut penser ce qu'on veut de Mélenchon, de Fabien Roussel, d'Anne Hidalgo, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un candidat, à un moment donné, qui est capable de créer un rassemblement sur un programme réellement de gauche, alternatif, et qui soit pas ce que nous a proposé le PS et tous les régimes sociodémocrates européens ces dernières années, c'est-à-dire un libéralisme avec un ruban rose autour du paquet, quoi. Voilà, ça, moins, ouais. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, on n'a pas vu quelle était la grande différence entre les deux. Il n'y a pas de différence, il y a une différence, il y a la différence de couleur. Hein, voilà, c'est tout. Mais autrement, fondamentalement, c'est la même chose. Donc voilà, donc ils sont complètement déconsidérés, donc c'est fini, quoi. Je veux dire, bon, alors, moi, je mets pas dans le même sac les militants, les citoyens et puis les politiciens professionnels. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans la période, c'est que on sorte de cette professionnalisation de la politique. Moi, j'ai fait de la politique toute ma vie, dès tout petit, hein, mais j'ai toujours travaillé. Parce que je considère que même si c'est à mi-temps, temps partiel, etc., garder un lien avec le monde du travail, le réel, c'est important, et de prendre les trains vivre comme tout le monde. Voilà, parce qu'on peut penser ce qu'on veut d'Angela Merkel, mais enfin, entre Monsieur Macron et puis voir Angela Merkel qui, avec son mari, fait ses courses au supermarché sans avoir 40 gorilles autour d'elle, ou d'autres personnalités d'Europe du Nord, je trouve ça beaucoup plus sain. Ouais, puis Angela Merkel, en 16 ans, je me souviens pas avoir entendu beaucoup de scandales la concernant. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Macron, en 5 ans, il y en a eu un paquet quand même. Parce que le problème, c'est que au-delà du mépris. Voilà, politiquement, c'est pas ma tasse de thé, hein. Non plus, voilà. mais éthiquement. Mais moi, voilà, en tant que femme, je trouve que c'est une personne respectable. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut aussi qu'on change ça, si on veut, parce que le problème quand même principal, c'est pas simplement d'avoir un candidat, hein, c'est que les gens aillent voter. Hein. En particulier en Seine-Saint-Denis, hein. Les dernières élections, la participation était inférieure à 30% en Seine-Saint-Denis. Hein. Alors quand on est élu avec des scores de ce type-là, quelle est la légitimité, hein? Donc se pose d'ailleurs le problème de est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse évoluer notre système de démocratie parlementaire qui est très usé. Hein, ça date d'il y a 2 siècles. Hein, c'est la révolution américaine, française qui a instauré ces systèmes. On voit bien qu'ils arrivent au bout du rouleau. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer en ayant qu'on vote blanc, qu'on vote noir. De toute façon, c'est la même chose. Hein, et qu'au Parlement, là, chez nous, c'est quoi? C'est les députés, la majorité. D'avoir couplé les élections législatives avec les élections présidentielles, ça veut dire qu'il n'y a même pas, le Parlement ne joue plus son rôle. Tout est décidé à l'Élysée. Voilà. Même les ministres, les cabinets des ministres sont doublés à l'Élysée. Tous décident à l'Élysée. Il y a un véritable problème. Voilà, quelle que soit la personne qui soit à l'Élysée. Hein. Donc ça va pas. Ce système-là, c'est un système dont il faut sortir. On a besoin de pouvoir. Moi, je suis pour que quand on n'est pas content de son député, il puisse y avoir une votation citoyenne et qu'on décide de le mettre dehors et d'en mettre un autre à la place avant la fin de son mandat. On a la possibilité. Oui, mais non, mais moi, même aux États-Unis, ça existe ça, hein, dans un pays, voilà. Mais on a quand même, le mot va être fort, hein, mais il y a quand même des députés qui en séance s'accusent les uns les autres d'être menacés, de les empêcher de venir voter, en tout cas même au sein de la majorité. Donc on est quand même dans un système qui est presque devenu mafieux. Oui, rentrer dans cette démarche-là. Mais le système, ce système-là, on voit bien comment fonctionne Macron. C'est pas le seul, mais lui, c'est un système clanique à tendance mafieuse, qui sont entourés d'un Benalla. Non, et il n'y a pas que Benalla, il y en a d'autres autour. Mais c'est un système clanique à tendance mafieuse. Voilà. Donc il faut qu'on en sorte.
faut être clair, faut qu'on en sorte autrement. Et donc, ça veut dire, c'est pas la question de prendre le fusil, voilà, mais il faut qu'il y ait une mobilisation. Le mouvement social, ça peut peser. Ça peut peser quand on se met dans la rue, quand on manifeste, quand on s'oppose, ça peut peser. Ils ne tiennent leur pouvoir que parce qu'on est des moutons. Voilà. Et le jour où on dit non, on est une force. Si on le dit, ce non, en étant très nombreux à le dire sous différentes formes. Ça peut être sous forme de pétition sur Internet, de manifestations dans la rue, de mobilisations diverses et variées. Mais enfin bon, la pétition sur Internet, ça a des limites. Moi, je crois au contact humain. Voilà. Et c'est important. Voilà. C'est très bien, Internet, ça fait circuler l'information de manière fantastique, mais trop d'informations nuit à l'information, et une information sans recul, comme on a aujourd'hui, entraîne ces phénomènes isolés, surtout, sans dialogue. Voilà. On ne sait pas si l'information est bonne ou pas, il n'y a pas de critique, on n'en discute pas, et puis on se replie sur soi-même, et ça devient complètement irrationnel. Voilà. Il y a des gens qui me sortent des arguments, j'ai lu sur Internet, machin, je dis mais c'est une fake news, voilà, il suffit de décrypter, et puis même avec un résultat scientifique, en fonction de la manière dont on le présente, parce que c'est pas de la science absolue, hein, la médecine, on peut faire dire tout et son contraire, parce que c'est jamais tout blanc tout noir, c'est jamais tout blanc tout noir, c'est ça qu'il faut comprendre. La tolérance, c'est très important. Voilà, c'est apprendre à s'écouter, à vivre ensemble, à respecter les différences, c'est ce qu'il faut qu'on réapprenne dans nos sociétés, parce qu'autrement on s'en sortira pas. Surtout qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, donc il ne peut pas y avoir la défense de la race blanche judéo-chrétienne et des valeurs, c'est de la foutaise, ça. Hein, et c'est du fascisme pur et dur, et ça mène aux pires atrocités. Donc il faut qu'on en sorte de ça. Et ceux qui instrumentalisent des gens comme Zemmour aujourd'hui, parce que c'est pas Zemmour, hein, derrière, je veux dire, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont le pognon, et qui veulent garder le pouvoir, grâce à leur pognon. Zemmour, c'est une marionnette en face. D'ailleurs, il est financé par les mêmes qui ont financé Macron. Hein. C'est toujours eux qui tirent les ficelles. Voilà. Merci beaucoup Christophe Prudhomme pour le temps que tu nous accordes ce soir. Je vous rappelle que du coup on a fait une interview, on a discuté un peu de l'hôpital, de plein de sujets. Donc je vous invite à voir cette vidéo en rediffusion pour celles et ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Si cette interview vous a plu, on vous invite à la partager, à mettre un petit pouce pour nous donner un petit peu de force. Et puis pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. C'était Yacine Lotas pour Silicio.